Ce week-end en Ligue 1, on va avoir droit à un Lens-Marseille, un grand classique du championnat que ce soit sur le terrain, mais aussi dans les tribunes. Car oui, c'est vrai, si on remet en question souvent le niveau de notre bon vieux championnat sportivement parlant, il faut avouer que niveau supporter, on a le top niveau. Que ce soit par des stades bien remplis qui foutent le feu chaque semaine, ou par une créativité débordante de la part de certains supporters qui n'hésitent pas à divertir tout le pays. Exemple. Le kit à Circus vous propose son traditionnel numéro animalier. En effet, 11 chèvres vont être disposées un petit peu partout sur un rectangle vert et devront se passer un ballon. Alors pour tout ça, aujourd'hui on a décidé de vous rendre hommage à vous qui faites vivre le foot français chaque semaine avec un nouvel épisode de 5 anecdotes, un mytho. On est parti générique. Je rappelle rapidement le concept pour ceux qui ne connaissent pas encore. 5 histoires. Une est complètement inventée, à toi de la trouver. J'avais entendu parler d'une histoire de supporters de Brest qui avait créé un stade brestois d'une petite ligue de foot à New York, Lunaire. On va ouvrir cet énorme dossier, en parlant bien sûr des supporters les plus heureux de France, si ce n'est d'Europe. Je parle bien sûr de nos amis brestois qui ne s'arrêtent plus de rêver depuis maintenant plus d'un an. Déjà ils jouent la Ligue des Champions, historique pour eux, mais en plus ils gagnent leur match. Ils sont actuellement 4e du classement général à la moitié du parcours. Et les Brestois ils sont tellement contents et fiers de leur équipe qu'ils fêtent tous ces matchs depuis des mois. Ils ne s'arrêtent pas et parfois, ils font même des petites folies. Il y a quelques mois, lorsqu'ils se sont qualifiés en Ligue des Champions, un supporter a diffusé la photo de l'équipe sur les écrans géants de Times Square à New York. C'est hyper mignon, on est super content pour eux et on se dit que oui, c'est vrai que le logo de Brest à New York, on ne doit pas le voir tous les jours. Détrompez-vous, c'est tout sauf une coïncidence parce que historiquement, beaucoup de Bretons ont immigré dans la région new-yorkaise au début du XXe siècle. Et ce qui explique pourquoi un club de foot breton a été créé à New York, le Stade Breton. Et je me dis là, en disant ça, que je sais pas s'il y a un endroit sur la planète où il n'y a pas de personnes qui viennent de cette région. Ils sont partout. On les craint un petit peu, car vu leur nombre et leur influence, on pense qu'ils sont en train de tout faire pour s'emparer de la terre entière. Ok, donc ce club, c'est le projet de base. Sauf qu'en 2011, tout va changer. Les supporters brestois américains arrivent à négocier un partenariat avec le club, et bim, le Stade brestois New York vient de naître. Ils ont le droit au logo du club, au maillot, à des sponsors bien identifiés Bretagne pour une équipe qui joue en amateur dans une ligue new-yorkaise. Je sais pas le niveau, ce que ça doit être, mais c'est pas la question. Et en vrai, ça claque de fou, c'est un boost de fou pour tous les supporters qui vivent un rêve éveillé. Ils jouent pour leur club à New York. T'imagines le flex, tu joues au Stade brestois New York, c'est pas le Stade brestois Limoges. Avec tout le respect que j'ai pour Limoges. Ils ont même remporté un trophée qui fait office de photo de couverture de leur page Facebook, mais malheureusement difficile d'en savoir plus vu qu'ils sont inactifs depuis l'année 2015. Un petit peu comme Manchester United en fait, sauf que eux on a vraiment plus de nouvelles, j'espère vraiment que le projet existe toujours parce que c'est trop une folie. Giroud qui paye un supporter pour lui porter chance avec Auxerre, le pire c'est que ça a marché. Alors Jimmy c'est pas exactement ça, mais on va revenir sur cette histoire, mais d'abord contexte. L'AJ Auxerre en 1970, c'est un club de DH. En 1980, c'est un club de Ligue 2. Et en 1996, l'AJ Auxerre réalise la meilleure saison de son histoire en étant juste derrière le PSG au classement quasiment toute la saison. Et cette année-là, arrivé fin mars, Auxerre bat Paris 3-0 et passe devant au classement. Un tout petit point d'avance. C'est bien, mais c'est vraiment pas beaucoup, surtout que de 1, Paris c'est le grand PSG qui va remporter la Coupe des Coupes dans quelques semaines, et de 2, le calendrier il est clairement pas en faveur des Auxerrois. Le club de la capitale joue Nice, Martigues, Lille, Bordeaux et Bastia, que des clubs qui jouent le maintien, pendant qu'Auxerre ils affrontent des Saint-Etienne, des Nantes. Et c'est à ce moment-là que Giroud reçoit un appel d'une personne qu'il ne connaît pas du tout. Au téléphone, un homme se dit supporter du club et veut aider en donnant les résultats à l'avance au coach bourguignon. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Le gars connaît tous les résultats et il est prêt à les partager. Il lui dit tout simplement que sur les 2 prochains matchs, Auxerre va reprendre des points à Paris parce que le PSG, qui affronte 2 des 3 derniers, ne gagnera pas une seule fois. Est-ce qu'il a eu raison? Vérifions. PSG Martigues 0-0, PSG Lille, défaite de 1. Auxerre prend le large au classement, d'où sort ce type? Notre cher Giroud qui à la base ne veut pas trop croire à ce genre d'histoire, là, ça l'interpelle quand même un petit peu. Alors il recontacte cet homme, pour en savoir un petit peu plus. Bon, alors cet homme-là, ensuite, m'a dit, moi je dirige avec mon mental, je dirige les ballons. Et si tu veux, tu seras champion. Pourquoi pas, Giroud n'est pas fermé à la discussion, alors il a rien à y perdre, et il va se mettre à discuter un petit peu avec cet homme et à prendre quelques paris.
S'il arrive encore à donner des résultats à Giroud et que Auxerre termine champion, Giroud s'engage à le mettre bien. Très bien. Et à la fin de la saison, quand on fait le bilan, non seulement Auxerre gagne le championnat, mais Auxerre gagne aussi la Coupe de France, un doublé hyper rare à l'époque, porté en coulisses par un homme qui a donné une confiance monstrueuse à un entraîneur qui savait déjà bien galvaniser tous ses joueurs. On ne saura évidemment jamais ce qui serait passé s'il n'avait pas été là, mais deux choses sont sûres. Déjà, il a marqué l'entraîneur français à jamais, et surtout, ce garçon aurait dû prendre du service dans d'autres clubs. Si le PSG avait eu le flair de le recruter, on aurait évité 2-3 signatures dramatiques. Parle du jour où la terre a tremblé à Marseille. Oui, un jour la terre a tremblé à cause de supporters de foot. Je vous le disais, en France, on est très chaud niveau ambiance. On le sait, certains stades sont à part, que ce soit sur un plan architectural, sur un plan purement visuel, avec le spectacle qui s'y déroule, ou même parfois sur un plan scientifique. Vous avez sûrement déjà entendu parler de l'échelle de Richter, qui permet d'identifier la puissance d'un séisme allant de 1 à généralement 9. Entre 1 et 3, quasiment personne ne ressent rien. À partir de 6, ça commence à faire beaucoup de dégâts. Pourquoi je vous parle de ça? Tout simplement parce qu'un stade en France a réussi à faire trembler la terre et provoquer un mini-séisme. Ressenti du coup sur l'échelle de Richter. Et quand vous allez voir qui est à l'origine du mini-séisme, vous allez câbler. Nous sommes en 2018, l'OM est en quart de finale de l'Europa League face à Leipzig. 6 ans que les Marseillais attendent un tel événement, et malheureusement, ça va pas se passer super bien. 1-0 en Allemagne à l'aller, puis le match retour démarre et Leipzig marque directement. L'OM doit maintenant marquer 3 fois pour accéder aux demi-finales, autant vous dire que ça semble très compliqué. Mais ce soir-là, le stade est plein. Les gens sont surmotivés et ne demandent qu'une seule chose: y croire. Il faut que les joueurs montrent qu'ils en sont capables, ils jouent leur survie dans la compétition. On a besoin d'un petit geste et ensuite les tribunes prendront le relais. 5e minute de jeu, but pour l'OM. Un partout, la réaction est instantanée, le message est clair, ce soir-là, il peut se passer quelque chose d'énorme. 3 minutes plus tard, 8e minute de jeu, on n'a même pas le temps de respirer. L'OM ressort le ballon et sur un contre, poussé par tout le Vélodrome, Payet envoie Sanson en profondeur. Reprise de volée, Harid Goulachi. Reprise encore, Harid Goulachi. Puis qui sort de nulle part et arrive en renfort? Monsieur Bounassar qui expédie un pétard au fond des filets. L'OM a tout renversé en 5 minutes et à ce moment-là, le stade explose. C'était trop fou de la cote de l'OM qui marque 2 buts en 5 minutes après en avoir encaissé un, laissez tomber. Pour vous donner une idée de l'explosion qu'il y a eu à ce moment-là, j'ai été dans le stade, au 6e rang. J'ai atterri au 1er rang en 1 seconde. Et 61 882 personnes qui vivent un scénario comme ça, déjà ça fait beaucoup de bruit et surtout ça bouge beaucoup. Ce qui explique pourquoi 2 jours après le match, des articles de presse ont commencé à relayer une information. Sur le but de Bounassar à 21h09 précise, la terre a tremblé à Marseille. Un petit séisme d'une magnitude 1,4 que les habitants n'ont bien sûr pas ressenti, mais que les sondes des scientifiques par contre, elles, ont bel et bien capté. J'ai quand même beaucoup de mal à dormir le soir quand je me dis qu'on a fait plus de points sur l'échelle de Richter ce soir-là qu'en 13 matchs de Ligue des Champions d'affilée. Le supporter de la SSE qui a fait 800 km en scoot 50, mais quel roi sérieux. Ok, on va parler de Jean-Louis. En France, certains clubs ont la chance de compter des supporters un petit peu partout sur le territoire. C'est évidemment le cas de la Saint-Etienne. Son épopée européenne dans les années 70 a conquis beaucoup de Français qui depuis sont devenus de vrais fidèles des Verts, transmettant bien sûr leur passion à leurs enfants et ainsi de suite depuis des générations. Sauf que quand t'es fan de Saint-Etienne et que t'habites dans le Nord, c'est un petit peu compliqué d'aller à Geoffroy Guichard. Déjà que quand t'habites à Saint-Etienne, c'est compliqué d'y aller, alors là, je vous présente donc Jean-Louis. Il vit à Denain, dans le Nord, et à l'été 2013, il se marie. GG à lui, mais pour l'instant, il n'y a aucun rapport avec les Verts. Vous allez comprendre. Dans les semaines qui suivent, il prépare son voyage de noces, et vous allez voir qu'il est un petit peu particulier. Jean-Louis, dans la vie, il est cariste. Il conduit ces petites voitures, là. Et vu qu'il est fan de Saint-Etienne, il va avoir une idée de génie. Amener sa femme, pour son voyage de noces, à Geoffroy Guichard. En moto, en scooter 50. Et pourquoi pas finalement? Et je sais pas s'il avait regardé la carte, parce que officiellement, ça met 7 heures en voiture. Sauf qu'avec un 50, comme son nom l'indique, tu vas à 50, donc pas d'autoroute. Je vous laisse imaginer le temps de trajet. C'est un pari risqué, Jean-Louis le sait, mais il y croit, alors ils organisent tout ça. Et leur objectif, c'est d'aller voir le barrage retour d'Europa League, Saint-Etienne, face à Esbjerg, un club danois promu en D1 en 2012.
Un ogre européen, hein. Si je vous dis ça, c'est parce qu'on est à l'époque, à la période où les clubs français perdent tout le temps. Voilà, je vais même pas chercher, tout le temps, peu importe l'adversaire, peu importe le pays, peu importe l'équipe, peu importe la division, ça sort systématiquement. Et évidemment, ce cas-là va confirmer la règle, hein. Défaite de Saint-Etienne, 4-3 au match aller, tout est donc à faire au retour à Geoffroy Guichard. Jean-Louis et sa compagne décident donc de partir à 19 h la veille, ce qui leur laisse 24 heures pour rejoindre Saint-Etienne. Ils feront un arrêt en Bourgogne pour la nuit et continuent leur périple le lendemain matin. Ils arrivent finalement à Saint-Etienne à 23 h, soit 2 heures après le coup de sifflet final. Un match qu'en plus Saint-Etienne a perdu 1-0 sur un but contre son camp, synonyme d'élimination. Alors je sais pas ce que Jean-Louis a fait sur la route, hein, pour se perdre autant finalement que son équipe a perdu. Mais là, mettez-vous à sa place pour son voyage de noces, il doit avoir trop la haine. On est sur une anecdote de champion du monde. C'est ce que s'est dit un journaliste local qui a discuté avec Jean-Louis. Il note toute son histoire, la publie le lendemain, et elle sera relayée un petit peu partout. Jean-Louis devient la star de Denain et finira par être invité au centre d'entraînement pour rencontrer les joueurs. Retournement de situation, c'est finalement une victoire pour ce fan de la Saint-Etienne. Par contre, on va quand même avoir une petite pensée pour sa femme. J'espère vraiment qu'elle adorait le foot et qu'elle était fan de Saint-Etienne. Parce que sinon, ce qui lui a fait subir, même ce que certains d'entre nous faisons subir à nos femmes... Aux armes! Nous sommes les Marseillais! Et avant de passer à la dernière histoire, je vais quand même vous donner des petites nouvelles de Jean-Louis. Parce qu'en 2017, il a refait des siennes. Il a retenté son défi, mais cette fois-ci, non pas en scooter, à vélo. Pour une association. Le voyage de noces, voilà. En vélo, en tandem peut-être à la limite. Le fameux tifo de Monaco, où ils sont 10 dans les tribunes, incroyable. Les amis, on a bien rigolé pendant cette vidéo. Maintenant, il est vraiment l'heure de rendre hommage à toutes les tribunes de France. On va parler de banderoles, de tifos. Qu'ils soient géants ou minuscules, ils ont tous une signification, un objectif. Et on a décidé de vous faire un top 3 des meilleurs tifos de Ligue 1. Je vous préviens, c'est pas forcément sur un plan visuel. Vous allez comprendre. Nous sommes au début de la saison 2012-2013 du côté de Nancy. Le club sort d'une saison où ils ont fini à la 11e place du classement de Ligue 1. Tout va bien, ils sont tranquilles. Premier match, victoire à Brest. Deuxième match, nul à Lille. Ils terminent leur été tranquillou. Et puis d'un coup, c'est le drame. Nancy perd face à Toulouse, face à Lorient, face à l'OM, face à Reims, face à Montpellier, face à Saint-Etienne, face à leurs réserves, face aux héros du gazon. Non, bon, les deux derniers, je me suis un petit peu emporté. Bref, point commun entre toutes ces défaites, ils marquent pas un but. Pas un seul but en 2 mois. Imaginez le calvaire que ça doit être d'être supporter de Nancy à cette époque. Le match qui va suivre cette ignoble série, c'est face à Sochaux. Et ce jour-là, ben, les supporters nancéens, ils étaient bien inspirés. Ils sortent l'arme secrète. La banderole, la cage, elle est ici. Avec une giga flèche pour montrer où c'est qu'il faut tirer. En plus d'être drôle, elle a marché. 14e minute, puis Grenier ouvre le score. Bon, rassurez-vous, ils vont pas non plus gagner le match, hein, c'est pas la fête. Ça n'empêchera pas non plus Nancy d'aller en Ligue 2, mais au moins les supporters sont rentrés dans la légende. Petite suggestion, les Parisiens, essayez de faire ça. Peut-être que Ousmane Dembélé arrivera à cadrer une frappe, ça pourrait être bénéfique. Nous sommes maintenant à la fin de la saison 2017-2018. La planète tout entière est hypée par 2 choses. La Coupe du Monde et la sortie de la Casa de Papel, qui fait un immense carton sur Netflix. Un carton assez gros pour débarquer dans nos stades de Ligue 1. À Rennes, les supporters décident de déployer un tifo à l'honneur de la série avec des animations pendant 90 minutes. Masque de Dali sur le visage. Le tifo est magnifique, il fait immédiatement sensation et est relayé un petit peu partout autour du monde. Et à la fin, il a fini par atterrir dans la saison 3 de la Casa de Papel. Alors celui-là, il est technique, hein, je vous le dis, voilà, il faut une sensibilité artistique particulière pour l'apprécier. Prenez donc bien le temps de l'analyser. N'hésitez pas à faire pause et tout, il n'y a pas de souci. Cette image est un manque de respect pour tous les profs d'art plastique du territoire. Ils sont allés faire du découpage de feuilles canson pas droit là pendant 1 semaine pour arriver à ce rendu. Et on va pas trop les blâmer, hein. C'est pas les seuls à avoir déjà raté un tifo, ça arrive, hein. C'est arrivé à Metz, à Nice, mais voilà. Je préfère pas trop en parler, j'ai trop peur de leurs supporters et des répercussions que ça pourrait avoir, alors qu'à Monaco, je crains rien, tranquille. Là, les supporters de Monaco, ils espèrent qu'un truc, c'est que ce soit l'anecdote fausse. Peut-être, hein, peut-être pas.
À vous de le dire dans les commentaires. De toute manière, c'était la dernière histoire de cette vidéo. Merci d'avoir pris le temps de la regarder. N'hésitez pas à aller check tous les réseaux sociaux de Betclic qui seront dans la description. Et moi, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de The Pitch. Ciao! If you told me back then